Donc deuxième partie sur le corps observé, et donc parler ici de l'autoscopie. L'autoscopie au service de l'apprentissage. Donc on va essayer de voir quelles sont les possibilités offertes par le numérique sur ce corps observé. Le numérique va nous permettre d'établir des allers-retours entre l'action et l'analyse de l'action et d'essayer de créer ce lien entre une analyse rationnelle et un ressenti. Donc on va pouvoir essayer de mettre en relation, ça ne va pas être si simple évidemment, mais mettre en relation des sensations, des émotions, du ressenti, avec une analyse objective, plus objective que va nous offrir la vidéo. Si je m'appuie sur les travaux qui ont été évoqués tout à l'heure, de l'approche située, de l'action située notamment, il y a une codétermination de l'action et de la situation. On nous dit que la cognition, elle est incarnée. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, des allers-retours entre ce qui se passe dans la situation, ce qui se passe dans l'action, avec un feedback derrière qu'on va pouvoir enrichir, sur lequel on va pouvoir s'attarder, pourrait être une perspective intéressante. Si il y a des codétermination de l'action et de la situation, il s'agira aussi de créer un environnement qui va offrir des ressources pour apprendre. C'est Nathalie Gall et Durand en 2001 notamment qui se sont attardés là-dessus. Et ça donne, je crois, ici toute une légitimité au numérique. Donc de permettre de créer, d'enrichir cet environnement pour enrichir encore une fois le feedback. Donc l'autoscopie, grâce à de multiples applications, nous permet de confronter, et j'emploie ce mot bien volontairement, confronter à l'image de son propre corps. Ce qu'il est intéressant de voir avec le numérique, c'est qu'il va y avoir une confrontation directe de l'élève à ce qu'il vient de faire. On n'est plus cette fois-ci sur un enseignant qui va donner un retour, qui va commenter, ou sur un père, un autre élève qui pourrait commenter la prestation. L'élève va pouvoir se revoir immédiatement. On a parlé beaucoup d'autoconfrontation dans plusieurs interventions. Il s'agira alors pour l'enseignant d'accompagner l'analyse pour espérer un feedback efficient. Il ne suffira pas que l'élève se revoie, évidemment, pour réussir son triple salto arrière, vous vous en doutez bien. Alors, autoscopie et feedback qualitatif, ici j'ai pris deux applications pour vous parler déjà du différé. Le différé, pour moi, a de gros avantages, c'est qu'il va permettre d'optimiser justement ce temps moteur. Le différé, on va utiliser des applications comme Video Coach Evaluation, vous me pardonnerez l'accent anglais, ou BAM Video Delay, qui vont me permettre tout simplement de décaler le flux vidéo de quelques secondes jusqu'à 1 minute. Il ne va pas y avoir de manipulation de la part de l'élève. Il va passer, il va se revoir. On ne va pas avoir de perte de temps moteur à ce niveau-là. Il va pouvoir essayer ainsi de corriger, de réguler, de paramétrer le mouvement. Alors, un exemple sur de la gymnastique et l'apprentissage du salto avant. On a ce petit dispositif sur le côté, donc cette tablette sur un trépied avec un différé placé dessus. Quelques secondes de différé. Et donc, on va essayer de mettre en relation ces sensations, la vitesse de rotation, les informations que peut me donner l'oreille interne, ma perception dans l'action, ma vision, avec des informations plus objectives que l'enseignant va essayer de fixer. La zone d'appel pour le pré-envol, par exemple, la hauteur du salto, le lieu de réception, la position, le mouvement des bras. Il y a beaucoup de critères sur lesquels on va pouvoir insister et tout le professionnalisme de l'enseignant sera justement de fixer les bons critères, ceux qui sont déterminants pour cet élève par rapport à son niveau de compétence actuel et l'obstacle qu'il rencontre à ce moment-là. J'en ai un petit peu parlé, on s'en doute, il y a des impacts sur l'estime de soi. C'est une occasion, je crois, de développer une image de soi positive en essayant de développer le sentiment de compétence. S'il est important que l'élève progresse, il est aussi important qu'il puisse à un moment donné s'en rendre compte. Grâce à ces outils, il va pouvoir mesurer une progression au sein d'une séquence d'enseignement ou au sein d'une leçon et se voir également en image en train de progresser. On a parlé également du sentiment d'autodétermination tout à l'heure sur deux interventions précédentes. C'est aussi, je crois, ici une réelle perspective. En tout cas, il s'agira aussi toujours pour l'enseignant de fixer des critères de réalisation, des critères d'observation et de ne pas confronter uniquement l'élève à son image, en disant « vas-y, regarde-toi ».
qu'est-ce qu'il en tire après ça? Si moi je ne guide pas cette analyse, en fixant des critères objectifs et des critères pertinents, on peut douter de l'efficacité de ce dispositif. C'est aussi une façon, et Nicolas Masseret nous le montre, de mettre à distance l'émotion à ce niveau-là, puisque je vais focaliser sur des critères de réalisation. Le fait de se revoir en train de réussir, mais aussi en train de rater, ce n'est pas forcément évident pour les élèves. Donc en focalisant sur des critères de réalisation, je peux espérer mettre aussi un petit peu à distance cette émotion, momentanément en tout cas. Alors répétition et apprentissage moteur, c'est une occasion avec le différé également de permettre cette répétition du couple action-rétroaction. Donc de permettre, c'est le petit schéma que vous avez en bas à droite, cette activité motrice, ce feedback, puis cette régulation immédiate, et puis à nouveau une activité motrice. Donc on va pouvoir répéter au sein de la leçon un maximum de fois, et ici j'espère bien optimiser le temps moteur. Pas forcément l'améliorer, mais l'optimiser, faire en sorte que le temps qu'il va passer à s'analyser lui serve pour ses actions suivantes. Alors évidemment, la répétition est une condition essentielle à l'apprentissage. Je ne pense pas ici vous apprendre grand-chose. J'ai pris une citation, celle de Didier Delinière. L'apprentissage est le résultat de la pratique et ce n'est qu'après un nombre conséquent d'essais que les sujets parviennent à stabiliser de nouvelles coordinations. Et il s'agira donc bien ici, si je reprends les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, de consolider des acquis. Donc ici, on est en handball sur une situation de démarquage et c'est le même dispositif, ce différé placé à côté. L'élève qui va devoir se démarquer, donc on voit ces deux joueurs qui arrivent face à face. Pour se démarquer, quels sont les critères de réalisation efficace? Changer de vitesse, changer de direction. Donc je vais inviter l'élève, une fois qu'il est passé, à venir se revoir. Il peut se revoir de 1 à 4 fois avec cette application. Et il va cocher tout simplement, très rapidement, un oui-non sur une fiche. Voilà, est-ce que tu identifies un changement de rythme? Est-ce que tu identifies un changement de direction? Je l'invite à se focaliser sur moi, ce qui me paraît prioritaire pour que son démarquage gagne en efficacité. Alors, possibilité suivante avec le numérique, rendre visible l'invisible. Alors j'ai mis ça évidemment entre guillemets puisque évidemment on voit des choses dans l'action, mais là ce que je voulais montrer, ce que je vais essayer de montrer, c'est que le numérique va nous permettre de s'attarder un petit peu sur ce qui se passe in situ pour prendre du temps et analyser ce qui peut être pertinent, encore une fois, d'analyser pour progresser. Première possibilité, préciser avec une application ici Coachize, sur iOS ou Android. Il y en a d'autres qui nous permettent ici de faire une analyse vidéo, d'annoter des choses et également de chronométrer. L'objectif va être d'amener les élèves à chronométrer le temps qu'ils passent dans la zone de transmission. Donc, pour ce faire, nous allons nous focaliser sur cet élève-là, sur ce groupe d'élèves, et nous allons voir combien de temps le témoin va rester dans la zone. Donc, avec Coachize, on peut facilement identifier le moment où le témoin rentre dans la zone, à savoir ici, prendre l'outil chronomètre, le déposer juste en dessous et faire avancer la ligne de temps jusqu'à ce que le témoin sorte de la zone. À peu près ici, soit 3 secondes et 80 centièmes. Donc, l'objectif du Round 2-6 sera d'amener les élèves à diminuer ce temps de présence dans cette zone-là. Donc ici, par le numérique, j'espère préciser un retour quantitatif. C'est l'élève très vite qui va pouvoir manipuler lui-même cet outil, c'est assez intuitif, ça ne met pas bien longtemps à ce que l'élève se l'approprie. Je travaille en collège et en lycée, donc même avec des 6e, 5e, ça fonctionne. Il faut prendre un petit peu de temps évidemment pour se familiariser avec l'outil, mais il va pouvoir mesurer ce qui se passe dans cette zone de transmission. On pourrait envisager ensuite qu'il renseigne sur un tableur de type Excel le temps passé, et puis on va pouvoir avoir une idée du pourcentage que le pourcentage de temps que le témoin a passé dans cette zone-là. Une deuxième possibilité avec le numérique, révéler certaines choses. Une application qui va me permettre cela, c'est Hudl Technique, qui fait la même chose que Coachize. Ce sont des analyses des applications d'analyse vidéo. Et donc ici, on s'intéresse à une montée de balle avec un retard de la part des défenseurs et au choix réalisé par le premier porteur de balle, celui qui part en dribble. Donc on le voit bien, il ne fait pas forcément le choix le plus pertinent, il a une partenaire démarquée, peut-être qu'il ne la voit pas dans la situation. Le numérique ici va me permettre de prendre un peu de temps pour travailler sur ce feedback et puis formuler avec lui
des hypothèses. L'hypothèse, elle peut être déjà d'ordre affectif. Tout simplement, il n'a pas envie de lui donner le ballon. Elle est mieux démarquée, je ne m'entends pas avec elle, ou j'estime que son niveau de compétence n'est pas suffisant, je ne lui donne pas le ballon. Mais l'hypothèse, elle peut être aussi perceptivo-décisionnelle. Les théories écologiques nous disent qu'on ne perçoit dans la situation que ce que nos compétences nous permettent de faire. C'est des questions à se poser par rapport à ça. Donc peut-être que cet élève n'est pas capable, sur son dribble de progression, de réaliser une passe efficace. Peut-être que pendant ce dribble de progression, il ne perçoit pas ce partenaire démarqué. Donc ici, je vais pouvoir focaliser avec lui sur le bon choix à réaliser. Troisième possibilité, pour rendre visible entre guillemets l'invisible, on va pouvoir optimiser certaines choses. Ici, avec une application comme Sprint Timer, on est sur de la photo finish à l'arrivée d'une course. On va pouvoir déjà être sûr de savoir qui a gagné. Pour mes élèves, mes 4 élèves qui courent en même temps, très orientés, dirons-nous, par des buts de performance pour rester polis, qui ont très envie de gagner, c'est important d'être capable clairement d'identifier un vainqueur. Ici, cette application, on le verra après en image, va me permettre cela, va me permettre aussi, pourquoi pas, de l'inviter à casser au niveau de l'arrivée. Je vais pouvoir lui montrer très vite qu'en penchant le buste vers l'avant, il va pouvoir gagner quelques centièmes de seconde et ça peut être un impact important, notamment sur un 30 mètres pour des élèves de 6e. Donc ici, on va avoir un chronométrage beaucoup plus précis. Le numérique nous invite aussi à re-questionner, je crois, la pédagogie du modèle. Avant l'action, dans un premier temps, avec une application dont j'ai pris l'exemple ici, JMEPS, l'élève pourrait avoir l'exercice à réaliser. On est sur une application qui nous permet d'avoir une progressivité des ateliers, des exercices en gymnastique sportive sous forme progressive. Donc l'élève va voir ce qu'il y a à faire, petite vidéo, quelques critères de réalisation à côté, sur lesquels je vais l'inviter à focaliser. Ça va me permettre, moi, d'éviter aussi la démonstration le vendredi matin à 8 h. Ça va me permettre de mettre l'élève face à un modèle qui est peut-être bien plus pertinent que moi en gymnastique, même si mes compétences sont avérées. Ça va me permettre aussi de gagner du temps, puisque là, je vais peut-être pouvoir me concentrer sur l'élève en difficulté, sur l'élève qui est en échec. Et donc, je me décharge de certaines répétitions de critères constamment. Le numérique après l'action nous invite aussi à re-questionner cette pédagogie du modèle, puisqu'on va pouvoir aisément comparer deux situations, que ce soit sur des montées de balles, que ce soit sur des activités plus morphocénétiques. On le faisait beaucoup avec Kinovea il y a quelques années, ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Maintenant, on passe plus, c'est vrai, sur des applications tablettes de type Hudl Technique ou Coachize, les deux que j'ai utilisés précédemment. En tout cas, c'est un formidable moyen à ce niveau-là de rendre l'élève réellement acteur de son apprentissage. J'essaierai d'en toucher un mot à la fin. Des limites au niveau du corps observé, comme je l'ai pointé tout à l'heure. Déjà, cette idée d'objectiver le ressenti. Évidemment, tout n'est pas conscientisable, entre guillemets, et il y a peut-être aussi à ce niveau-là une contradiction avec la recherche d'intériorisation de repères. Avec un smartphone, on peut prendre maintenant sa mesure cardiaque, sa fréquence cardiaque, vous savez, en plaçant le doigt sur l'appareil photo. Il y a des applications gratuites qui me permettent d'avoir une mesure de ma fréquence cardiaque, mais est-ce qu'il n'est pas important aussi que l'élève soit capable lui-même de prendre des repères, d'avoir des sensations? Je ne veux pas que le numérique éloigne des émotions, des sensations, évidemment. Donc, toujours avoir cela à l'esprit, je pense. Également, au niveau du couplage perception-action et de l'approche écologique que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, celle-ci nous dit que le sujet perçoit l'environnement en termes de possibilités d'action. Donc, ça peut poser la question des connaissances a priori ou a posteriori. Est-ce qu'elles sont utiles? Puisque tant que je ne suis pas immergé dans la situation, dans l'action, ces connaissances, peut-être, n'ont pas vraiment d'impact sur l'apprentissage et mes progrès. Et enfin, une dérive très facile avec le numérique, c'est que très vite on pourrait aller vers une dérive techniciste. C'est très tentant de venir sur ce calcul d'angle, ce calcul de vitesse. On voit des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Tiens, viens voir, toi élève de 6e, deuxième séance en sprint, départ en start. On va regarder si ta cheville, ton bassin et ton épaule sont bien alignés. Quel est l'intérêt pour cet élève-là? Il n'y en a pas, clairement. Donc ne pas oublier
cette dérive, cette tentation que l'on peut avoir d'aller dans des détails qui ne vont pas avoir un impact, encore une fois, sur l'apprentissage de l'élève. Par contre, ça peut être une vraie perspective, encore une fois, sur un travail interdisciplinaire, bien à la mode. Le corps discuté, pour terminer, donc troisième partie, je vais essayer de parler un petit peu, de manière très humble, de socio-constructivisme, en pointant avant tout donc ce corps social. Le corps social, c'est issu notamment des travaux de Vygotsky, cette approche socio-constructiviste, puisque Vygotsky ajoute une dimension primordiale à la théorie constructiviste de Piaget, c'est la dimension sociale. Il nous dit que la cognition, elle est socialement déterminée, que la construction d'un savoir s'effectue avant tout dans un cadre social, que le savoir dépend autant du contexte que des possibilités d'interaction offertes par autrui, que l'acquisition est l'appropriation d'un sujet plongé dans un monde social, etc., etc. Donc il y a en fait des activités que l'on peut réaliser seul, c'est le petit schéma que vous avez à droite, des activités dans lesquelles l'appui d'autrui est nécessaire, et entre ces deux activités, il y a ce que Vygotsky appelle une zone proximale de développement, et il s'agit dans cette zone d'utiliser avant tout le langage, qui est un outil de médiation qui va me permettre d'acquérir des connaissances, de développer des compétences. Et ici, donc, le langage est primordial. C'est pour ça qu'ici, le corps social va être, je pense, une perspective importante au niveau d'un impact sur l'apprentissage. Donc le numérique peut être un vecteur, peut-être évidemment. Il n'y a pas besoin du numérique pour créer des échanges, je l'espère bien, entre élèves. Mais en tout cas, ça peut être un vecteur d'échange et mettre ainsi en valeur également l'utilisation d'un vocabulaire, d'un jargon, d'un vocabulaire approprié. Il s'agira également de favoriser ce que Doise et Muni appellent le conflit socio-cognitif. Ici, donc, on va essayer de créer des interactions entre les élèves, entre pairs, pour développer des apprentissages. Alors je fais juste une petite digression rapide en donnant la parole justement aux législateurs. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tout le domaine 1 est autour de la communication. Ce sont les langages pour penser et communiquer. On nous parle entre autres du langage des arts et du corps. Programme d'EPS 2015, les élèves identifient les effets immédiats de leurs actions en insistant sur la nécessaire médiation du langage oral-écrit. Dans le croisement entre enseignements, on nous dit qu'il faut inciter les élèves à pratiquer le langage oral et la communication. Tout ça, c'est peut-être pas anodin. On insiste énormément sur cette communication, sur le langage. Donc je reviens sur le conflit socio-cognitif. Et pour reprendre les termes de Carole Sève, il s'agira d'aménager des espaces de débriefing. On va passer d'un enseignant qui sait à un enseignant qui accompagne, qui peut avoir différentes postures, guider, accompagner, enquêter, ce sont les travaux de Carole Sève. Et il y aura en tout cas des conditions nécessaires pour que ce conflit socio-cognitif puisse avoir un impact positif. Il ne s'agira pas de mettre les élèves autour de la tablette, de les inviter à échanger, et super, ils vont apprendre. Il s'agira déjà de créer un climat favorable à l'échange, un climat de confiance. Peut-être éviter à ce niveau-là la compétition entre les groupes. Il s'agira aussi d'avoir des prérequis cognitifs et sociaux. Les apprenants doivent maîtriser des compétences de communication, lien à nouveau avec le socle commun envisageable à ce niveau-là. Il s'agira enfin d'avoir des interactions entre pairs intenses, et éviter ainsi une régulation du conflit juste de façade. Il va falloir donner du temps à ces élèves pour échanger et espérer encore une fois un impact. Donc là, on est avec l'application que je vous ai présentée tout à l'heure, Sprint Timer, sur une activité de vitesse relais. Et on va voir ce qui se passe autour de l'outil. Regarde mon bras comment il passe. Non mais c'est le pied. Et puis après il y a Philippe 4ème. Mais Timon 4ème. C'est quoi comme application ça, monsieur? Tu fermes pas. Vous trois vous êtes en même temps. T'as comment tu triches toi? Non, lui il a posé avant. Eh gros, on peut refaire ou pas ça? Tajin a posé le. J'ai glissé hein. La vidéo. Si tu pouvais gagner si tu cassais ton corps en fait. Si tu te penches un peu plus en avant. Donc pour gagner, il faut casser son corps, vous l'aurez compris. En tout cas, vous le voyez, il y a des échanges plus ou moins fructueux qui émergent naturellement
autour de l'outil, qui pourrait émerger autrement. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'apologie du numérique. Mais vous le voyez, des échanges qui, naturellement, se mettent en place entre les élèves. On le verra encore plus, peut-être dans des activités comme la danse ou l'acrosport, les activités gymniques, les activités artistiques, ce qui va encore avoir un autre impact sur l'estime de soi. Ça a été abordé tout à l'heure. Il s'agira ici, évidemment, de mettre en jeu l'estime de soi de l'élève, mais d'éviter peut-être une mise en péril de cette estime de soi, puisqu'on va se revoir avec les copains, on va me revoir parfois dans des postures qui ne me mettent pas toujours à mon avantage. Donc il y a une intégrité psychologique de l'élève sur laquelle il faudra être vigilant. Ouais, franchement, il a bien les mains sur les omoplates. Non, mais il a bien les mains sur les omoplates. Tu veux qu'on commence? Les mains, elles sont bien. Il n'est pas assez tendu là. Si on est droit. Si c'est mou, il est droit là. On avait fait ça. Voilà, donc là, regarde. Toi, tu fais la patte de Mamadou. Ouais, tu Mais là, c'est bon, elle est bien alignée. Donc on garde comme ça. Et si tu peux, toi, Ada, tu peux écarter les bras aussi. Tu peux écarter les bras là. Ouais, mais il faut qu'il tienne. Non, elle m'a écarté, regarde, tu vois. Ah non, C'est mieux de t'écarter les bras. Ça ouais, mais elle l'a refait, là. Non, je sais plus. Donc on le voit encore une fois, beaucoup d'échanges qui s'opèrent et des pistes à explorer à ce niveau-là pour les rendre encore plus efficaces. Déjà focaliser, comme je le disais tout à l'heure, sur des critères de réalisation. Mettre également en réussite l'élève. On va prendre ici des objets d'enseignement qui sont plutôt accessibles, dans l'idée de développer cette image de soi positive. L'élève va se revoir également en train de réussir par rapport aux critères que j'aurais pu fixer. On supprime la dernière. Non, on supprime rien. Si. Non, c'est pour qu'on arrête de le début. En tout cas, il y a une progressivité nécessaire puisqu'on ne va pas forcément confronter évidemment l'élève à l'ensemble de la classe. On ne va pas tout de suite projeter ça à vos 25 élèves, vous en doutez bien, ce sont les stratégies qu'on a tous. On va commencer peut-être par lui permettre de se revoir avec un partenaire, avec un petit groupe, peut-être avoir à ce niveau-là des groupes affinitaires. Ça va être plus simple dans un premier temps pour lui permettre d'avoir cette autoscopie de manière plus profitable et en tout cas qui ne mette pas en péril encore une fois l'estime de soi. Quelques limites sur le corps discuté. Déjà, c'est reconsidérer le statut de l'erreur. Il s'agira de développer un climat de maîtrise, un climat de confiance. C'est également dit dans les nouveaux programmes. Pour que l'élève accepte des démarches où il tâtonne, prend des initiatives, se trompe et recommence, il est indispensable ici de créer un climat de confiance. À ce niveau-là, attention aux attributions causales. C'est la théorie de Weiner, c'est 74 si je ne dis pas de bêtises, où il s'agirait donc d'attribuer l'erreur à une cause instable, comme l'effort ou la chance, plutôt qu'à des causes stables. Donc être vigilant à ces choses-là pour que l'erreur soit bien perçue comme un moyen de progresser et non pas un blocage qui me conduit à l'échec et à l'arrêt de l'activité. Deuxième limite, le numérique, s'il se veut avant tout un outil de communication, Internet a été créé notamment pour cela, c'est peut-être aussi un outil d'isolement. Et il faut, je crois, l'avoir toujours à l'esprit, notamment au niveau de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur les adolescents et le mal-être des adolescents. Il y a des études américaines, j'en ai trouvé une dans la revue American Academy of Pediatrics 2011, où on parle de dépression Facebook. Vous savez également, toutes ces personnes ont dit on ne communique plus avec le numérique, chacun est sur son smartphone, on ne se parle plus. Donc ça, je crois qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit quand on parle d'un corps discuté, d'un corps social par le numérique. Il faut également faire attention, je crois, à cela. Donc pour conclure rapidement, la recherche d'un bon compromis. Il s'agit de vivre des émotions, mais aussi de comprendre son ressenti. Et à ce niveau-là, il y a forcément un compromis à trouver. Donc le numérique ne doit pas couper, ni même éloigner de la possibilité de vivre des émotions, de ressentir des sensations in situ. Il ne s'agit pas de tout rationaliser, ce n'est pas le message que j'ai voulu faire passer ici, mais si comprendre est nécessaire, ça remplacera nécessairement jamais l'expérience et jamais les sensations que l'on peut vivre dans l'action.
Un petit modèle pour nuancer encore une fois l'ensemble de mes propos. Il ne faut pas oublier que le numérique peut également amener à une détérioration de l'enseignement, à une détérioration de l'apprentissage. C'est un terme emprunté à Karsanti, un chercheur canadien, donc en 2015, qui conceptualise le modèle ASPID, l'adoption, la substitution, le progrès, l'innovation, donc tout ce que l'on peut faire sous forme de stade avec le numérique, toute la plus-value qu'on peut espérer avoir sur l'apprentissage, mais sans oublier ce qu'il y a juste à droite, la détérioration. Si c'est par exemple perdre du temps moteur, si c'est mettre l'élève en échec, évidemment, ce n'est pas bénéfique ni pour l'enseignant ni pour l'élève. En tout cas, le numérique, c'est l'ambition d'un élève acteur. Je n'ai pas trop de temps pour parler de ça, mais c'est, je crois, une formidable occasion d'aller vers une dévolution des apprentissages. C'est un terme emprunté à Brousseau en 86 qui nous dit que la dévolution, c'est l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité de son apprentissage et accepte lui-même en retour la responsabilité de ce transfert. On va pouvoir mettre en perspective un corps qui agit, mais aussi un corps qui décide en ce qui sont les travaux relatifs à l'autodétermination. Et donc permettre à l'élève de faire des choix, de renforcer une pédagogie différenciée. J'aurais voulu parler rapidement de cette perspective sur le jeu sérieux. C'est la petite vidéo qui tourne ici. Autour d'un jeu conceptualisé sur du hand, où l'élève va vivre la situation de référence, c'est une situation de compétition, il va vivre des matchs amicaux, ce sont des situations de match à thème, et il va devoir acquérir des pouvoirs qui sont personnifiés par des joueurs de handball de haut niveau. Il s'agira donc d'acquérir le pouvoir de Luc Abalo, être capable donc de monter la balle avec plus d'efficacité. C'est à ce niveau-là, je crois aussi, une perspective sur le numérique pour le rendre réellement éducatif. Je conclus là-dessus en extrayant 2 phrases du rapport de l'OCDE en 2015 qui nous dit que nous ne maîtrisons pas encore assez le type d'approche pédagogique nous permettant de tirer pleinement profit des nouvelles technologies. Et surtout cette phrase, je crois, très révélatrice, en nous contentant d'ajouter les technologies du 21e siècle aux pratiques pédas du 20e, nous ne faisons qu'amoindrir l'efficacité de l'enseignement. C'est bien illustré par ce petit schéma, ce petit dessin, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours à l'esprit. J'ai repris une phrase de Maurice Baquet en 1942 qui nous disait que le sport n'est pas éducatif en lui-même, mais qu'il le devient. De la même façon, le numérique n'est pas éducatif en lui-même, il le devient. Je vous remercie.